d'être avec nous aujourd'hui. On a attendu un tout petit peu le démarrage parce que Marion, qui devait nous rejoindre sur la table ronde, n'est pas arrivée. On n'a pas de nouvelles. Donc écoutez, on lui laisse le siège si jamais. Puisqu'on avait essayé d'équilibrer un petit peu l'équité des genres notamment. Donc on s'excuse si vous ne vous sentez pas représenté complètement. C'était un peu plus équilibré initialement. Alors très rapidement, moi je me présente, je m'appelle Romain Peton, je suis fondateur du festival Anticipation. Et l'idée de ce festival, merci d'être là, c'est de faire dialoguer art, environnement et économie. Là, généralement, vous dites, je suis rentré, j'ai vu de la lumière, vous pouvez rentrer si vous voulez. Hein. Ok. Et voilà, donc 3 sujets qui, de base, n'ont pas forcément à voir les uns avec les autres, et pourtant, puisque tout est lié, le festival, il est centré autour d'un concept qui est celui des limites planétaires, qui a vraiment, comment dire, présidé en fait à l'organisation de tout ce festival. Et l'idée, c'est que ce concept scientifique, qui a une dizaine d'années maintenant, il touche aux questions du carbone et du climat, évidemment. Mais pas que, hein. Il y a 9 limites en fait, géologiques, physiques, biologiques pour bien vivre sur Terre. Et l'actualité bouillante, malheureusement, c'est qu'il y a quelques jours seulement, on a dépassé une 6e limite, en tout cas elle est confirmée sur l'eau bleue exactement. Donc les ressources en eau sont surutilisées. Et du coup, cette table ronde fait la suite de la table ronde précédente, pour ceux qui étaient avec nous, qui était dédiée à l'enjeu, on va dire, macroéconomique. Là, on change un peu de dimension et on va vraiment plonger et travailler avec les entrepreneurs que vous êtes probablement, et entrepreneuses surtout. Et on va questionner ensemble justement le rôle de nos projets en fait, professionnels, comment on peut concilier la fin du monde sous le prisme des limites planétaires, et puis justement ces questions de nouvelles méthodologies, de nouvelles comptabilités, etc. On a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'on a 3, voire 4 peut-être représentants du monde économique et artistique notamment. Donc je vais faire un rapide tour de table. Donc on a Maria Ibanez Laura qui nous fait l'honneur d'être avec nous, qui est une artiste. Et vous pouvez voir, son travail est exposé juste derrière vous dans le cadre de cette belle et grande salle des fêtes. Et donc Maria travaille particulièrement sur les sujets de la nature, donc elle a une place prépondérante. Et surtout, pour pas dévoyer ce que tu vas dire juste après, mais dans les répétitions, j'ai été particulièrement marqué par ton approche sur justement la question de la dette des hommes envers la nature. Et je trouve que ça résonnera beaucoup avec les travaux de nos camarades ici avec nous sur scène. Yannick Servant, du coup, toi tu es le cofondateur de la Convention des entreprises pour le climat, donc tu nous présenteras aussi cette initiative incroyable et du coup les conclusions que tu en tires après quelques éditions. Et enfin, Alexandre Rambaud, qui du coup est un chercheur qui a développé une méthode qu'il appelle CARE, qui est un projet en fait philosophique notamment, et qui vise justement à rapprocher les entreprises des enjeux environnementaux. Et donc il va nous expliquer comment c'est possible, qu'est-ce que ça implique et comment on va mettre ce projet politique et philosophique en place tous ensemble, puisque c'est notre souhait. Voilà, peut-être avant de leur laisser la parole, quelques mots d'introduction sur les concepts qu'on a présidés. J'ai parlé des limites planétaires. On va aussi mobiliser les enjeux de l'économie et de l'écologie, de sciences qui font notre quotidien en fait, et qu'on voit se séparer de plus en plus. Donc l'idée c'est qu'on va effectivement travailler sur ces questions, comment on les rapproche, ces 2 sciences-là. Ensuite on parlera des enjeux de l'anthropocène aussi, dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, ce terme de finalement l'impact de l'homme sur l'environnement et finalement de l'empreinte qu'on laisse aussi. Et enfin pour travailler sur les organisations. Maria, je te laisse démarrer, peut-être on aimerait beaucoup découvrir ton travail, que tu nous expliques un peu, nous faire un peu de médiation culturelle sur ces sujets-là, comment tu l'appréhendes, comment tu le travailles, qui es-tu ? Et du coup, je suis sûr que ça va résonner avec toutes nos réflexions à venir. Je te laisse la parole. Merci. Donc, merci à tous pour être ici. Et merci à Romain, au festival, d'ouvrir ses portes.
En fait, je travaille en ce moment et depuis longtemps sur le thème qui est comment l'énergie du vivant existe dans les formes et dans les choses. Et très vite, je suis passée à considérer il y a quelques années comment ce concept d'énergie, qui était d'abord presque animal ou biologique ou mystique, parce qu'on le ressent tous, devenait très vite un enjeu qui modifiait vraiment notre condition d'humain dans le monde, notamment économiquement. Et à partir de là, donc, j'ai étendu un peu mes recherches, parce que quand on est artiste, on fait aussi des recherches, à quelle posture avoir par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre et de quelle façon je pouvais être utile. Je pense que c'est une question que chacun de nous se la pose et que dans le travail de chacun, peut-être qu'il est... Voilà, chacun peut trouver une solution personnelle, sinon collective, à ce problème. Je ne me suis pas présentée, donc je suis une artiste qui est née à Buenos Aires, je suis une artiste qui n'est pas toute jeune, donc mon travail a évolué dans le temps. Mais s'il y a une chose qui n'a pas vraiment évolué, et c'est la raison pour laquelle, au fond, je me sens contente d'être invitée dans ce thème qui me paraissait au début étranger, c'est parce que, en fait, au long de tous mes travaux, je crois que j'ai fait en sorte de donner une existence et une voix, une parole, aux choses qui n'ont pas de voix et surtout qui ne sont pas tenues en compte, comme par exemple les plantes qui ne sont pas utiles, des notions de paysage qui ne sont pas utilitaires, des notions d'énergie qui ne sont pas utilisables directement et qui ne sont pas forcément monnayables. Et donc, à partir de ça, je me suis dit que peut-être une des solutions, c'était faire les comptes autrement. En tout cas, pour mon travail, je l'ai fait. Il y a tout ce que vous voyez là, c'est par exemple des installations qui essayent de gommer cette notion de paysage et qui veulent changer, donc qui veulent donner un nouvel imaginaire à ce que c'est le paysage et l'utilisation d'un lieu. Et dans les photos qui suivent, vous allez voir une étape dans laquelle je me suis beaucoup intéressée aux espèces en disparition, notamment travaillant avec la liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine, dans lesquelles il y a tout un répertoire des petites espèces de rien du tout qui disparaissent parce que leur habitat s'en va. Et donc, il y a des espèces d'étendards et des modèles botaniques à volume qui les magnifient. Et donc, à partir de là, comme c'est une chose, comme vous le voyez là, ça c'est une espèce qui s'appelle saxifrage des Gicia et qui existe seulement dans 300 mètres dans une corniche dans le Jura, seulement là. Mais il n'y a pas que des choses négatives par rapport à ça. Il y a par exemple, oui, des comptes publics. Et par exemple, dans des conservatoires, c'est des conservatoires botaniques, il y en a 9 dans toute la France, mais qui existent justement pour répertorier les espèces endémiques en disparition et qui, grâce à l'aide des tas de bénévoles qui font des relèvements botaniques, font l'état de ces plantes-là et arrivent à tenir. Donc, bon, ça c'est une digression, mais pourquoi ça m'intéresse? Parce que si on fait les comptes, il faut voir aussi toute cette collaboration de ces personnes qui ont intérêt à que les choses changent et comment même des structures officielles comme les conservatoires nationaux peuvent exister grâce à cette collaboration et à ces réseaux des gens qui considèrent que ça c'est important. Et pour finir, pour ne pas être trop longue, je voulais évoquer un dernier aspect de mon travail qui a à voir avec ce qui a exposé ici derrière vous, que vous pourrez voir après, qui touche à une espèce de considérer les espèces végétales avec une empathie qui nous les fasse penser presque comme des humains. Vous savez qu'il y a eu par exemple des législations en Nouvelle-Zélande qui ont donné par exemple à un fleuve une entité juridique, qui a beaucoup d'essais dans ce sens, de donner des droits aux animaux pour qu'ils ne soient pas maltraités, etc., etc. Mais les plantes, elles ne parlent pas, elles ne
Et au fond, elles sont dans la base de notre chaîne alimentaire, de l'oxygène que nous respirons. Et il y a en plus un miracle qu'elles font, qui est faire de la biomasse seulement avec du soleil et de l'eau. Donc à partir de là, je me suis dit que ce premier maillon de notre existence en tant qu'humain ne pouvait pas être considéré comme ça d'une façon qu'utilitaire, et que ces personnages, ces entités qui n'intéressaient personne si ce n'est pas dans l'agroagriculture ou dans un usage quelconque, avaient besoin d'une empathie de notre part. Et là, je me suis mis à travailler donc à des pièces qui avaient une espèce d'anthropomorphisme comme pour générer cette empathie. Et non seulement, si on regarde dans l'histoire ou même dans les arts populaires, on a tous ces idées d'anthropomorphisme végétal humain. Je ne sais pas, il y a qu'à citer Fantasia de Walt Disney ou les mythes et légendes comme Daphné, qui sont des mythes originaires des plantes et tout ça. Donc voilà, ça c'est un peu le gros de mon travail. Et donc je crois qu'une des choses, c'est rentrer donc, dans ces comptes qui sont les comptes traditionnels de la comptabilité qu'on connaît, toutes ces entités qui ne sont pas tenues pour compte et que sont peut-être d'autres façons de voir les choses pour que tout, finalement, rentre dans une espèce d'équilibre. Merci beaucoup, Maria, pour l'explication de ton travail. Je pense qu'il y a tellement d'heures et c'est tellement riche qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. Et surtout, vous allez voir, ça fait vraiment un lien très intéressant avec nos deux autres intervenants. Je vais commencer par Yannick, qui, je pense aussi, a été touché par cette vision de la nature, finalement, et comment, du coup, une fois qu'on est touché et émerveillé par cette approche-là, comment nous, individuellement, on peut transformer notre réalité, et notamment le monde de l'entreprise. Et Yannick travaille depuis quelques années à la convention, ce beau projet de la Convention des entreprises pour le climat. Je te laisse nous raconter un peu la genèse et puis les enjeux. Oui, avec plaisir. Donc, pour parler de moi très brièvement, je m'appelle Yannick, j'ai 35 ans et je me décrirais comme un start-upper repenti ou pénitent, je ne sais pas encore à quel stade je suis. Et si je rebondis sur ce qui vient d'être dit, l'enjeu, le sujet pour nous, c'est le regard différent. Et quand tu disais qu'est-ce qu'on peut faire comme action, plutôt à titre individuel, nous, c'est vraiment l'action collective qui nous intéresse. Et si je commence par le pourquoi de ce qu'on fait, et pour m'assurer que vous ne vous endormiez pas, qui ici a déjà fait une fresque du climat ? Je ne suis absolument pas surpris, hein, le but c'est les questions qui viennent après. Qui a déjà terminé sa fresque du climat avec l'idée du triangle de l'inaction ? Quand même beaucoup moins. C'est un camarade éminent fresqueur, prof énergie-climat à l'ESCP qui propose cette idée assez simple qui parfois termine les fresques, qui est de dire qu'on peut très schématiquement et très simplement résumer le fonctionnement de notre société, des sociétés, à un triangle entre puissance publique, entreprise, citoyen. Jusque-là, rien de bien sorcier. Et sur les enjeux environnementaux, comme sur des sujets sociaux ou comme sur d'autres, mais si on se concentre sur les enjeux de transition environnementale, ce qu'on constate, ce qu'on a tous vécu ou observé, c'est que chacun des angles du triangle a des très bonnes excuses pour dire que c'est aux deux autres de se bouger, de faire des choses en premier. Les élus vont dire que, in fine, ils ont présenté un programme, ils ont été élus pour ce programme, pourquoi ferait-il autre chose ? Les citoyens vont dire, on fait ce que nous dit la puissance publique et on consomme ce qu'on nous offre. Et les entreprises vont dire, je respecte les règles du jeu et moi je ne fais que produire ce que demandent les clients. Donc à partir de là, on fait quoi ? Moi j'ajoute une couche d'analyse par-dessus qui est une double dimension, courage et pouvoir, comme précondition pour trouver un des premiers pas pour briser ce triangle-là. Et assez simplement, quand on regarde la sphère citoyenne,
Moi, j'y vois énormément de courage. Là, il y a plein de noms qui peuvent nous venir. Greta Thunberg en Suède. Moi, j'aime bien David Attenborough en Angleterre. Camille Etienne ou Cyril Dion en France. Les ONG, les activistes, tout un tas de gens qui nous inspirent. Ces gens-là ont énormément de courage, mais est-ce qu'ils ont du pouvoir? Au mieux, il est symbolique. Quand on regarde la puissance publique, moi, dans cette aventure de la CEC qui a démarré en 2020, le premier député, un des premiers que j'ai rencontré, il me coupe au bout de 15 minutes de discussion en me disant « Non mais, attends Yannick, il faut que tu te rendes compte que mon job dépend de l'opinion publique et que l'opinion publique change tous les 6 mois. » Constitutionnellement, les acteurs politiques ont du pouvoir, mais fonctionnellement, avoir le courage d'opinions qui ne sont pas celles affichées par l'exécutif, c'est risquer de sauter à la prochaine élection, au prochain remaniement ministériel. Donc le courage, on le garde peut-être pour une carrière d'après. Et quand on vient vers les entreprises, ma conviction et la nôtre dans le projet de la CEC, c'est que c'est peut-être l'endroit où on peut trouver la combinaison des deux. Il y a tout un tas de préconditions pour ça, mais notamment à travers la figure des dirigeants d'entreprise, qui sont pour moi des personnes qui ne sont pas, loin de s'en faux, omnipotents, mais qui sont des personnes qui sont dans le monde économique, dans leur organisation, à la confluence du maximum de flux d'informations et de décisions. Et ces personnes-là, dans les bonnes conditions, peuvent trouver leur courage pour faire les choses différemment. Et nous, ce qu'on fait à la Convention des entreprises pour le climat, c'est dans le nom, c'est inspiré par la Convention citoyenne. Après la clôture de celle-ci, on s'est retrouvé un petit groupe à se demander, ok, vu le résultat de la transformation de 149 propositions en texte de loi, vu le degré de filtration qu'il y a eu, la réduction d'ambition, vu à quel point le monde économique a été brandi comme une carte, un peu joker pour dire telle mesure, je ne le ferai pas, car le monde économique ne l'acceptera pas. Nous-mêmes, on en venait tous, on connaissait au minimum quelques dirigeants qui étaient plutôt pas d'accord avec cette analyse d'opposition, et on s'est posé la question, ayant tous vécu la dissonance cognitive en entreprise entre les ambitions affichées par l'entreprise, les ambitions communiquées en interne et la réalité des actions, on s'est dit, ok, et si on faisait faire un exercice analogue à la Convention citoyenne à 150 dirigeants, à 150 patrons et patronnes, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées plus tôt. Ce que ça a donné, c'est un premier parcours de 6 sessions de 2 jours pleins où l'enjeu, c'était de faire comprendre à ces dirigeants de boîtes de toute taille, de tout secteur, de toutes les régions de France, qui tout ensemble représentaient à peu près 50 milliards de chiffre d'affaires et 200 ou 350 000 collaborateurs, leur faire comprendre ce que ça voulait dire, les limites planétaires, leur faire comprendre qu'on vit dans un monde de ressources finies, et explorer ensemble à quoi pourraient ressembler des modèles d'affaires qui soient compatibles avec tout ça. Et évidemment, on ne peut pas y arriver avec de l'incrémental, on ne peut y arriver qu'avec de la rupture. Et on explore des notions comme celle d'économie régénérative, et en sort que c'est assez facile quand on a pris le temps de comprendre, et pas seulement de comprendre avec la partie du cerveau qui fait des feuilles Excel, mais aussi celle qui pense au futur, à ses enfants, aux enfants de ses enfants, ou même à sa propre retraite, à la vitesse où vont les choses. Quand on combine ça et que ça se fait dans un cadre collectif, ça permet vraiment de libérer du courage. Et donc, la première édition, ça a donné 150 feuilles de route de transformation de modèle d'affaires. Il y en a 85 qui sont publiques sur le site web. Ça a donné, c'était 2021-2022. En 2023, il y en a 9 des multiplications qui se seront lancées, 7 dans les territoires, 2 par secteur sur le monde du conseil, le monde financier.
Et ça continue. On est une association organisée un peu à la TEDx, et les territoires français restants seront couverts en 2024. On en lance une sur les nouveaux imaginaires au printemps, sur l'industrie, et on a envie d'explorer l'agroalimentaire, la construction, les mobilités. En fait, il y a tout un tas de nœuds dans l'économie où si on arrive à avoir une masse critique qui n'a pas besoin d'être énorme, de dirigeants d'entreprise qui font les choses significativement différemment et ont le courage de l'assumer, on pense que par effet de rayonnement, ça peut changer énormément de choses. Parce que, et je vais peut-être finir sur ce point, pourquoi on fait ça entre dirigeants d'entreprise? C'est pas par volonté d'entre-soi ou d'élitisme, mais parce que, avec une pointe de cynisme, là où le citoyen a beaucoup de mal à faire entendre et écouter ses propositions par le politique, les dirigeants d'entreprise, ça permet assez bêtement de promettre deux choses qui garantissent une élection ou une réélection, de la croissance et de l'emploi. Donc ces gens-là sont beaucoup plus facilement reçus par le politique. Et donc quand ils viennent avec des idées radicales, et par radical, moi j'entends le sens étymologique, prendre les choses par les racines, il peut se passer énormément de choses. Et là, si je continue, je vais continuer pendant 3 quarts d'heure. Mais... Alors, ouais, c'était le problème de la table ronde d'avant, où je pense qu'on a déjà pas mal dérapé. Donc, je vais faire le timekeeper. En tout cas, merci de l'explication et la part du collectif. Et puis, on reviendra, parce que tu as évoqué les imaginaires, et c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Mais pour laisser parler Alexandre Rambaud, du coup, donc, vous avez tellement de casquettes que je vais utiliser économiste et puis à minima développeur de la philosophie CARE. Mais justement, une fois qu'on a fait ce constat partagé, est-ce que vous pouvez expliquer déjà en fait quel est le sujet pour vous de la philosophie CARE, quels sont les enjeux et où est-ce que ça nous mène, et justement est-ce que ça peut être aussi un outil pour ces dirigeants d'entreprise par la suite, une fois qu'ils se sont collectivement mis en dynamique, puisqu'on se rend compte qu'on a effectivement aussi besoin de ces nouvelles, ces innovations méthodologiques pour transformer l'entreprise. Et du coup, je vous laisse la parole pour expliquer tout ça. Merci beaucoup de me laisser justement la parole pour pouvoir aborder ces sujets. Merci pour l'invitation. Merci pour ce très beau festival, d'ailleurs, c'est l'idée qui est derrière. Parce que justement, il y a nécessité de faire parler des mondes qui, après, ne parlent pas forcément. Et justement, derrière cette question de... alors, parler de philosophie et du projet CARE. Donc CARE, ça veut dire Comprehensive Accounting and Respect of Ecology, donc comptabilité intégrée dans les respects de l'écologie. Il y a cette question justement de dialogue entre des mondes qui, justement, ne sont pas toujours en discussion. Et c'est très intéressant la présentation que vous avez faite justement, et justement la convention évidemment des entreprises pour le climat, qui est un projet, une initiative très à la fois ambitieuse mais et nécessaire. C'est que je dirais que CARE va s'insérer à la base. Donc c'est un projet qui a été lancé il y a 10 ans par Jacques Richard, qui est professeur émérite à Dauphine. Et puis, ça va me permettre de faire un petit hommage rapide à Hervé Bébaud, qui est un expert comptable et qui vient de nous quitter, et qui a été un relais extrêmement puissant et indéfectible au sein des organismes de comptabilité, mais aussi au sein politique. Et justement, l'enjeu, c'était de dire, si on veut activer pleinement l'économie, il faut en passer par les organisations, qu'elles soient privées et publiques, et que ces organisations, elles ont un langage, elles ont une structure. Alors, le terme que j'aime bien employer, c'est le terme d'architecture, c'est-à-dire ce qui fait tenir ensemble et qui permet de faire en sorte que tout tienne debout, ces organisations, c'est la comptabilité. Alors la comptabilité, c'est pas simplement des chiffres un peu bêtes et méchants comme ça qui se trimballent, on ne sait pas trop où. La comptabilité, c'est vraiment, dans son sens premier, plein et entier, c'est qu'est-ce qu'on prend en compte, c'est de quoi on rend compte, et donc quelles sont les redevabilités, les devoirs et les systèmes de responsabilité qui structurent une organisation. Comment on compte, mais pourquoi on compte aussi, comment est-ce qu'on construit en fait les chiffres et à quelle finalité. Et puis, à qui on rend des comptes? Est-ce que c'est uniquement aux actionnaires ou est-ce que c'est à d'autres types d'acteurs, voire de non-humains potentiellement à voir?
Donc c'est toutes ces questions-là qui animent la comptabilité historiquement, hein, depuis les tout débuts, sans rentrer dans les détails, depuis la Mésopotamie, donc c'est très très loin. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on comprend que voilà, c'est plus qu'un levier d'action, c'est véritablement le cœur même des organisations. Si on ne bouge pas ça, de toute façon, les débats resteront périphériques. Et la deuxième chose, c'est que, OK, pour bouger, pour vraiment faire en sorte qu'on fasse quelque chose au niveau de la comptabilité, mais dans quelle direction? Et c'est là où on arrive justement sur le dialogue avec tout ce qui est philosophie du vivant, tout ce qui est les sciences écologiques, et d'aller véritablement poser la question, mais du coup, voilà, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Littéralement, c'est pas juste du côté comptable, financier, entreprise qu'on peut résoudre ça. Non, il faut aller regarder du côté des philosophies du vivant, du côté des sciences écologiques, sciences climatiques, etc. Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Et de rassembler les deux. Et ce rassemblement, il doit être fait justement à la confluence entre véritablement ce que l'on voit et ce que l'on sait du fonctionnement des organisations et des systèmes comptables en interne, et de l'autre côté, de ce que l'on sait dans le fonctionnement du vivant, dans le fonctionnement des écosystèmes, et évidemment dans le fonctionnement des êtres humains et des sociétés. Alors tout ça, en fait, ça a été l'origine du projet CARE. Et de se dire, on peut y arriver, on peut faire quelque chose à partir de là. Donc l'idée de base de CARE, ça a été de dire la comptabilité au jour le jour des entreprises, elle fonctionne sur une idée très simple, qui est une idée en fait un peu de... j'entends ça, c'est une comptabilité substantielle. C'est dire, basiquement, il y a de l'argent qui est apporté aux entreprises, cet argent, on fait quelque chose avec, ça permet de déployer des activités, et cet argent, il faut le rembourser. Voilà, c'est très basique, hein. Mais c'est le fonctionnement des organisations depuis très longtemps, et c'est là-dessus que la comptabilité fonctionne. Donc ça permet de suivre ce qu'on fait avec de l'argent, ça permet de garantir que l'argent sera remboursé. L'idée, c'est de dire, faisons la même chose avec d'autres éléments essentiels, bien au-delà de l'argent, que sont les écosystèmes, les êtres humains. Et donc de dire, OK, une entreprise peut utiliser un écosystème, bon, dans les mesures qui sont prévues par la loi, par les conventions collectives politiques. Mais à partir de là, cet écosystème, il va falloir suivre comment il est utilisé et il va falloir garantir qu'il puisse être rendu dans son bon état écologique. Alors la notion de bon état écologique, c'est un peu le pendant des limites planétaires en termes opératoires et en termes locaux. Donc les limites planétaires, c'est quelque chose de très macro, qui n'est pas forcément directement utilisable par une organisation ou par un territoire. Et donc, ce qu'on a en sciences écologiques, c'est cette notion de bon état écologique. C'est faire en sorte que, par exemple, un lac, une rivière, le climat aussi, par exemple l'accord de Paris, c'est la définition du bon état écologique du système climatique, et une garantie d'avoir une sorte de santé, une qualité, en fait, une sorte de santé, une définition de ce que peut être la santé d'un système vivant, d'un écosystème. Au niveau des êtres humains, on a aussi les définitions de la décence, de l'intégrité physique, psychique d'un être humain. Et tout ça, en fait, on se rend compte qu'il y a des organisations, il y a des acteurs largement qui travaillent là-dessus depuis longtemps, mais qui ne sont pas en fait rassemblés. Donc c'est très très éparpillé. Donc les bons états écologiques des masses d'eau, par exemple, donc rivière-lac, vous avez la directive cadre sur l'eau européenne qui structure ça, mais très peu de gens le savent, y compris dans les entreprises. Bon, les climats, c'est l'accord de Paris. Sur les sols, il n'y a rien d'un point de vue légal, mais on a plein de scientifiques qui travaillent dessus, plein de philosophes qui travaillent dessus. De l'autre côté, au niveau humain, on a des travaux au niveau du Bureau international du travail, mais pas que, on a des grandes ONG qui travaillent là-dessus, mais c'est très peu su. Donc déjà, il y a une nécessité en fait, d'agglomérer tout ça et de faire en sorte que la comptabilité, et justement dans le projet CARE, reçoive ça, l'intègre en disant, voilà, à partir de tout ce travail-là, on est en mesure de savoir donc ce que peut être un état, en fait un bon état, et qu'une entreprise qui doit prendre en compte, qui va utiliser un écosystème ou un être humain, doit à minima, comme l'argent, le rendre dans ce bon état. Donc le système CARE, c'est un système de comptabilité qui est totalement intégré dans le contrôle de gestion, qui va ensuite aller vers les opérationnels, qui va parler avec la direction financière et les différentes directions, et qui va permettre ensuite de restructurer donc, les enjeux de profit, de richesse, en disant, encore une fois, si vous prenez de l'argent, un écosystème ou un être humain, on va pouvoir suivre ce qu'il advient de lui dans le modèle d'affaires, à partir de là, de reposer les bases d'un modèle d'affaires, de façon à ce que ce modèle d'affaires rende l'écosystème,
l'argent, l'écosystème des êtres humains, dans leurs états de préservation. Donc c'est sur ces bases-là en fait, qu'on peut poser en fait, des bases rigoureuses sur vers où on peut orienter les modèles d'affaires, qui soient orientés à la confluence entre, encore une fois, les mondes côté sciences écologiques, philosophie du vivant, enjeux de décence du travail, etc. Et de l'autre côté, en fait, la vraie vie en fait, des organisations. Et comment, à partir de là, on est capable de lancer un mouvement qui embarque sur des façons extrêmement pragmatiques, concrètes, mais connectées justement à ces enjeux aussi philosophiques. Alors c'est pour ça que ça a généré en fait littéralement à l'heure actuelle une communauté CARE, où on a des praticiennes, des praticiens, on a des ONG, on a en fait énormément d'actrices et d'acteurs qui en rejoignent de tous bords, qui sont fédérés à la fois par le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est une ONG qui fédère la communauté. On a la recherche qui est fédérée avec la chaire comptabilité écologique. On a un institut qui vient d'être monté sur les formations, qui c'est l'Institut de formation en comptabilité et gestion soutenable, avec les premières formations certifiantes à CARE, et qui embarque de plus en plus, les actrices, et Romain pourront parler d'ailleurs, puisqu'il vient d'être certifié. Donc voilà ce qu'il y a derrière en fait, ce projet global de CARE. Merci beaucoup Alexandre pour l'explication. Du coup, ça me donne envie de rebondir effectivement. Alors on a bien compris sur les enjeux de comptabilité CARE, c'est en fait de vraiment faire un bilan à la fois économique, environnemental et social de l'entreprise et de dire effectivement est-ce qu'elle est en déficit ou pas, est-ce qu'elle est viable ou pas, et auquel cas si elle ne l'est pas, c'est de résoudre ce problème en venant mettre en place des actions correctives et des plans d'action. Peut-être toi, Yannick, de ton côté, justement, dans aussi ces KPI, dans la façon dont tu travailles avec les entrepreneurs, qui n'est pas tout à fait la même du coup, vers quelle solution en fait tu arrives dans ton accompagnement avec les chefs d'entreprise, les plans d'action. Est-ce que tu parlais de régénératif, comment ça se passe exactement? La notion de régénération, c'est regarder la façon dont on fait le business, se dire ok, jusque-là il y a eu le business as usual, les affaires comme d'habitude, où ça consiste à dire pourquoi vous nous emmerdez, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a la RSE classique qui consiste à dire nous ce qu'on veut faire c'est réduire notre impact. Réduire son impact, faire moins mal, axiomatiquement, ça veut toujours dire faire mal, juste un peu moins. Et donc le un peu moins, ça n'est pas compatible avec nos trajectoires. Ensuite, il y a la notion de net zéro. Toutes les boîtes maintenant, presque, ont un objectif, un horizon net zéro. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est François Gémen qui utilise dans ses présentations en ce moment un graphe du Financial Times qui montre que l'objectif net zéro de Lafarge est pour dans 13 PDG. Là, il y a une question de rapport au temps, de tragédie des horizons, et la part sensible, la part artistique, je pense, c'est quelque chose qui, on en reparlera peut-être, qui permet de se connecter à nos horizons différemment. Et donc le net zéro, c'est primordial, mais ça ne suffit pas. Parce que c'est une vision flux et pas une vision stock. Le jour où on arrive à net zéro déforestation en Amazonie, on est content. Mais pour que l'Amazonie reprenne ses fonctions écosystémiques de puits de carbone, entre autres, il faut faire mieux que ça. Il faut régénérer, il faut replanter, voire, chose très difficile pour nous humains, avoir la patience de laisser les choses repousser. Donc le régénératif, c'est se demander comment générer des impacts nets positifs sur les écosystèmes avec un changement de regard tout bête qui, par exemple, le rapport Meadows insiste là-dessus dès 1972 et d'autres avant ce rapport, que l'encastrement, c'est la biosphère contient le vivant, qui contient l'humain, qui contient l'économique. C'est pas l'inverse. De dire on va mettre en pause la réglementation environnementale parce qu'il faut qu'on se désendette, ça c'est mettre les choses dans le strict ordre inverse. Donc la question qu'on se pose c'est ça, et pour régénérer,
ça veut forcément dire, dans l'immense majorité des cas, se poser des questions fondamentales sur le modèle d'affaires. Si j'ai un modèle d'affaires qui est volumique et linéaire, c'est-à-dire j'extrais des ressources, je les transforme en produits finis, je les vends et je ne me pose pas de questions de ce qui se passe après, ça mène dans le mur et environnementalement et économiquement parce que aussi on a des ressources finies. Et quand on veut tendre vers le régénératif, il faut regarder les choses très différemment. Si je prends une entreprise participante, Tikamoon, c'est une entreprise basée dans le Nord dont le métier est de produire et de vendre en ligne des meubles en bois massif. Si ce modèle c'est basé sur j'achète du bois, je transforme, je vends, je ne me pose pas de questions et je dois faire de la croissance parce qu'en plus il a levé de l'argent avec des fonds d'investissement, donc il y a un impératif de croissance, très vite il y a un problème. Analyse de risque lui ont montré qu'il y avait un fort risque que le prix du bois fasse x3 dans les années qui viennent, il y a tout un tas de problèmes. Et une des choses fondamentales qui s'est dite, c'est ok, si je veux intégrer cette notion de régénération à travers ma matière première qui est le bois, dans ce cas, il faut que je produise et vende des meubles qui vont durer au moins aussi longtemps que le temps qu'a pris l'arbre que j'ai coupé à capter du carbone. Donc là, on est sur la notion de carbone et on est sur la notion de préservation, de régénération des forêts avec leur service écosystémique. Et là, on parle de 80 à 100 ans. Est-ce qu'un meuble Ikea aujourd'hui, ça dure 80 à 100 ans? Non, ça dure 8 ans, on est déjà content. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, quand je parlais d'objectif net zéro de Lafarge dans 13 PDG, là on a un PDG qui décide que ces meubles doivent durer 4 à 5 fois plus que le temps qui lui reste dans la boîte. Et là on est sur des récits, on est sur des choses profondément différentes. Allez tiens, comme je disais que ça connecte à la part sensible, je passe la balle à ma voisine parce que sinon je parle trop. Merci. Pas hijacker ton conducteur, mais C'est super intéressant. Moi, je veux parler comme néophyte. Et je veux parler juste d'un travail que j'ai pas mal fait sur un paysage particulier qui est en Patagonie. Moi, j'y ai vécu un certain temps. En Patagonie, dans la partie des serres, c'est vraiment des étendues, mais inimaginables, de 400 km de apparemment rien. Sauf que c'est un rien vivant, hein. Et bien sûr, une des principales ressources qu'il y a l'Argentine, qui est un pays vraiment en crise depuis beaucoup d'années, c'est le pétrole. Et il y a un gisement de pétrole qui s'appelle Vaca Muerta, vache morte, ça ne s'invente pas. Et comme je travaillais là-dessus, j'ai eu accès un peu au papier officiel du ministère de Minerie qui évaluait donc les possibilités, les risques de donc laisser place libre à cette exploitation. Et il y a vraiment une partie que, même par son titre aussi, ça m'a vraiment frappée. Ça s'appelle, je ne sais pas en français comment ça peut s'appeler, ça s'appelle le delta de sacrifice. Donc, dans tout paysage lié à une exploitation, il y a toujours un sacrifice et ce sacrifice s'évalue. Alors bien sûr qu'à Patagonie, ce delta de sacrifice est beaucoup moindre que si on exploitait du pétrole à Paris, bien sûr. Mais dès le moment où on n'intègre pas, comme vous dites bien, des concepts qui sont d'une autre comptabilité, qui est une comptabilité globale du vivant, de la planète, de l'équilibre, du climat, de tout ce qu'on sait qui est justement non considéré économique ni entrepreneurial. Dès le moment où on n'intègre pas cette globalité, ça va être très difficile dès que les comptes soient à un moment à zéro et l'équilibre se rétablisse. Et j'ai l'impression, quand vous parlez d'imaginaire, j'ai l'impression que même en faisant les imaginaires les plus fous, moi déjà je me réfère à la science-fiction, à des utopies où les plantes ont pris le pouvoir sur les humains, à des choses qui sont vraiment de l'ordre d'imaginaire différent. Donc même sans intégrer ces imaginaires extrêmes, c'est très difficile, on est très loin de ça. Donc
il faudrait carrément changer complètement l'optique, que les entreprises ne pensent plus comme entreprises. Comment on peut faire pour qu'ils pensent comme des humains dans une terre? Comment intégrer dans un système qui justement est régi par les nombres, régi par les profits? Comment intégrer ces autres notions? Donc c'est parfait les imaginaires, c'est génial ce que vous faites, mais comment on fait pour que ces deux choses marchent ensemble et coagulent? C'est difficile, moi je n'ai pas la solution, mais je pense que là, il y a une intégration, un changement que, bien sûr, les chefs d'entreprise, mais je pense que nous tous, chaque personne doit faire pour exiger, changer la pensée et penser d'un autre point de vue. Alors, il n'y a plus besoin de toi pour poser la question, en fait. J'allais dire, je vois qu'elle te refile la patate, Yannick. En tout cas, c'est une question que j'avais quand on en a préparé. C'est effectivement, justement, toi, tu t'embarques des dirigeants, ce que tu nous expliques. Et du coup, si j'essaie de me mettre à leur place de façon un peu empathique, je me dis, ils sont dans leur quotidien de dirigeants. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi ils ont accepté de faire la CEC, probablement qu'on les a un peu tirés de force. Un responsable RSE qui leur a dit viens, il va se passer un truc bien. Mais du coup, comment tu arrives à faire ce cliquet où en fait, pour un chef d'entreprise, par un peu justement une approche sensible et émotionnelle, qu'est-ce qu'ils vivent exactement et voilà, comment ça se passe? Il y a une chose qu'il faut se dire en préambule, c'est que des dirigeants d'entreprise, ce sont des humains. Donc la part sensible est là. Même chez des profils encore plus en tiraillement quotidien perpétuel comme des ministres, ça reste des humains. Bruno Le Maire alors j'ai pas lu ses bouquins, mais j'ai cru comprendre qu'il écrivait des choses un peu sensibles parfois. La question c'est, est-ce que c'est une dissociation parfaite schizophrénique de deux personnalités quand il est à Bercy, quand il est chez lui? Le problème vient là. Le sensible est vraiment profondément intégré dans ce qu'on fait. Nous, dans la CEC, on a ce qu'on appelle l'approche tête-cœur-corps, qui est, par exemple, la première session, qui est celle du constat sur les limites planétaires, c'est s'enchaîner de 8h30 à 23h30, la première journée des conférences de Valérie Masson-Delmotte, de Emma Aziza sur les sujets de l'eau, d'experts de l'IPBES sur l'effondrement de la biodiversité. Donc ça, quand on est en amphi comme ça, qu'on l'écoute, c'est la part un peu cérébrale. Et ensuite, on les propose de continuer en sous-groupe avec une animation par coach facilitateur pour qu'ils puissent s'ouvrir un peu et dire « Ok, voilà ce que j'ai compris, maintenant qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour mon entreprise? Comment je vais en parler à mes enfants ?» Et d'ailleurs, on leur propose tous, dans cette première session, un exercice qu'on appelle la lettre au futur, qui est à la fin de toute cette séquence d'absorption d'informations, de l'état du monde, où il n'y a quand même pas grand-chose qui va dans le bon sens. On leur propose un petit temps où ils prennent feuille blanche et stylo et écrivent une lettre qui est destinée à être lue en 2040, et pour la plupart, ce sera par leurs enfants. Et il s'agit de se poser et répondre à 3 questions. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que je ressens? Et qu'est-ce que je vais y faire? Il y en a la moitié qui sont en larmes en le faisant. Et il y en a énormément qui ont conservé cette lettre. Il y en a qui l'ont même lue à leurs enfants. Et qui reviennent régulièrement. Et de connecter, de reconnecter la part sensible, la part rationnelle, c'est ce qui permet d'avancer. Et une fois que ce travail est fait, en fait, il ne suffit pas. Et là, je reviens à mon triangle de l'inaction, parce qu'on a besoin des 3 angles pour avancer. Si je reviens à un exemple très pragmatique, une entreprise participante avec une dirigeante que j'adore, qui s'appelle Mustela, une marque que certains d'entre vous, je vois des têtes qui hochent, connaissent peut-être. Et un des sujets de transformation, c'est par exemple, c'est des produits qui sont vendus en pharmacie. Les pharmacies, c'est plein d'emballages plastiques individuels. Donc, ils se dit, OK, moi, je veux changer mes emballages plastiques en emballage fait en coproduits végétaux. On sait le faire à petite échelle. Mais si je veux que l'intégralité de ma gamme passe là-dessus, je ne sais pas le faire tout seul. J'ai besoin d'une filière qui émerge. Et une filière qui émerge,
c'est un acte, c'est une volonté politique. C'est mettre des subventions au bon endroit et parce qu'il faut équilibrer les budgets, en retirer à d'autres. Comme on nous rappelle souvent, il n'y a pas d'argent magique. Sauf que retirer des acquis quelque part, en France comme ailleurs, on sait que c'est compliqué. Et donc là, ça devient une question politique et à la frontière citoyenne. Et donc, c'est des décisions difficiles à assumer pour le politique. Et pour le politique qui passe beaucoup plus de temps, et moi là-dessus, je donne l'exemple de Pascal Canfin, le président de la commission environnement au Parlement européen. Dans une table ronde, j'étais avec lui juste avant de boucler le vote sur la taxonomie. Il partageait que les gens qui recevaient, c'était 80% de lobbyistes contre, pas des gens progressistes. Donc dans ces rapports de force-là, la question c'est quel courage se sent mon élu, mes élus, notre ensemble politique à aller vers des changements qui vont dans ce sens-là, quand par ailleurs, moi j'habite en Seine-Saint-Denis, taux de participation législative 27%. Comment veut-on que nos élus se sentent obligés à quelque chose quand il y a 73% des gens qui ne prennent pas la peine d'aller voter? Et tout se connecte et il y a du cynisme partout, et encore une fois, tout le monde a une bonne raison de dire que ce n'est pas sa faute. Mais voilà, ces trois choses-là doivent se reconnecter. Et dans les trois sphères, en fait, je pense vraiment que la reconnexion au sensible, permet de se plonger dans des méthodologies comme le CARE, où on se dit c'est peut-être imparfait par rapport à ma compta qui tient la virgule près dans Excel quand on ne parle que d'euros. Mais la reconnexion au sensible rend acceptable de prendre des risques sur des choses qui sont un peu moins, qui sont quantifiables mais un peu moins. Ouais, justement, je pense que ça fait une bonne transition pour revenir effectivement un peu sur CARE, parce que tu parlais et t'évoquais effectivement souvent les sujets environnementaux, ils sont vus comme de la contrainte en fait, énormément pour beaucoup de gens, et surtout pour les présidents d'entreprises. Et du coup, effectivement, pour revenir sur un modèle comme celui de CARE, finalement, quelle valeur, comment on peut transformer cette contrainte, avec quels arguments on arrive à finalement convaincre un dirigeant de lui-même se lancer là-dedans, et au contraire d'avoir justement une valeur ajoutée de ce démarrage en tout cas d'innovation, même en comptabilité. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, comme je disais, donc il y a un mouvement qui se crée autour de CARE. On a de plus en plus d'entreprises qui rentrent dans CARE. Là, on en est on a dépassé la trentaine et à 35 à peu près. Et ce qui se passe, c'est que les volontés de rentrer dans CARE sont assez multiples. Mais il y a un côté qui reste. De toute façon, je dirais, on parlait du sensible, on parlait d'une reconnexion. Il y a de toute façon quelque chose de politique aussi dans le mode de compréhension du fonctionnement de l'économie, de l'entreprise. Et ce qui est très intéressant dans CARE, c'est que ça permet aussi CARE de mettre en évidence certaines contradictions, certains prismes et certains clivages qui font que voilà, il y a un vrai souci. Typiquement, je peux justement donner un exemple, et ça permet de voir aussi ce qu'il y a derrière la notion de comptabilité. Parce que, comme je disais, la comptabilité, ce n'est pas des chiffres en fait à la base, c'est des problématiques de classification, de savoir ce qu'on fait avec quoi, et vraiment de qualification. On était dans une entreprise qui se disait elle-même en fait très engagée, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'avec CARE, on ne va plus considérer les êtres humains, les écosystèmes comme des actifs. Les actifs, à la base, c'est des moyens de production. Et on a tout un mouvement actuellement qui dit, par exemple, l'être humain, voilà, il faut le reconnaître comme l'actif le plus important de l'entreprise. Et on a aussi un mouvement en disant les écosystèmes par les services. Alors, on ne pense plus les écosystèmes que par les services qu'ils apportent, les services utiles et productifs qu'ils apportent, c'est des actifs. CARE, en fait, dit absolument pas. Ce n'est pas des actifs. C'est des sources de redevabilité. Des sources de redevabilité. On leur doit quelque chose. Donc, ce n'est pas des actifs, ce n'est pas des moyens de production. Les moyens de production, c'est ce que, en fait, la façon dont on les emploie. C'est-à-dire, c'est le type d'emploi qu'on a avec. L'actif, c'est le travail. Ce n'est pas l'être humain. Et ça veut dire qu'il faut, justement, dans cette qualification, et c'est ça que CARE invite à penser,
C'est, en dehors de tout chiffre, c'est penser la qualification. Quand je vois un être humain, c'est plus le voir en termes d'une simple source de production, mais une source de redevabilité qui m'amène un travail qui, lui, va être productif. Ce n'est pas la même chose. Et donc, dans cette entreprise, très impliquée, très, etc., discussion avec le conseil d'administration, on dit « Ok, vous voulez mettre en place CARE parce que vous voulez montrer que vous faites les choses bien. Maintenant, donc, les personnes qui travaillent chez vous vont être considérées comme des sources de redevabilité, en fait, des obligations de préservation, et ne pourront plus être considérées comme de simples actifs. » Ça a divisé en deux le conseil d'administration, mais de façon très nette, avec une partie qui a dit c'est vraiment ce qu'il faut faire, l'autre qui a dit c'est absolument pas comme ça qu'on voit les choses. Et ça a obligé un débat de clarification, mais vraiment très intense, sur la façon dont ils avaient à concevoir les êtres humains chez eux. Et on a ça en fait, dans les entreprises, la comptabilité permet de véritablement avoir un débat de fond sur les engagements, sur la façon dont on se saisit des enjeux au-delà de grandes rhétoriques, parce qu'on a beaucoup de rhétorique, vraiment. Donc ça permet en fait de rentrer dans le dur. Et alors, de plus en plus, des entreprises viennent en nous disant, voilà, on en a un peu ras-le-bol d'avoir justement plein de choses avec des grands mots dans tous les sens. Nous, il faut que le contrôle de gestion, il faut que les opérationnels, il faut que la direction financière, il faut que la direction s'y mette. Et il faut qu'on fasse des choses qui soient rigoureuses et justement avec tout un calage méthodologique et pas simplement quantifié, qualifié, qui soit clair. Et donc on veut qu'au final, ce que l'on fasse, on ne puisse pas se faire attaquer, premièrement, et deuxièmement, que ce qu'on l'on fasse, ça permette d'avoir des changements stratégiques de fond et des stratégiques vraiment en interne, c'est-à-dire pas de la com. En fait, les entreprises communiquent très peu sur CARE, pour les raisons en fait, que je mentionne. Tout simplement parce que les changements sont très très profonds en fait. Et donc on a de plus en plus d'entreprises qui sont intéressées par ça en fait, c'est-à-dire dépasser une sorte de communication et de rhétorique. Donc comme je le disais, c'est un mouvement qui se met en place. Et là dernièrement, c'était au Salon Pro Durable, il y a une présentation de 3 cas de 3 entreprises qui viennent de terminer une mission CARE, dont une qui justement, alors sans rentrer évidemment dans les confidentialités, mais opère sur des questions de puits carbone. Alors CARE l'a obligé en fait à reprendre toutes les évaluations, toutes les qualifications. Ça a été, on a cru qu'on n'allait pas y arriver. Et au final, ça a conduit, là encore une fois, sans rentrer dans la confidentialité, des remises en question des profits, des remises en question des richesses, et en se disant mais c'est pas possible, l'entreprise ne va pas suivre. On a produit en fait les bilans, comptes de résultats, tout le système de comptabilité analytique, etc. Et avec les équipes, ça se passait bien, et là, le dirigeant a dit bon, écoutez ce que je vais faire, je vais soumettre ça à la BPI. Et puis on va voir. La BPI, en fait, comme c'est clair, rigoureux, etc., a en fait a augmenté entre guillemets la notation de l'entreprise. Et elle s'est retrouvée, malgré quelque chose qui était inférieur à sa première cotation, réévaluée financièrement. Tout simplement parce que c'était clair et sur des bases qui étaient véritablement scientifiquement rigoureuses. Et donc c'est ça, en fait, qui était, c'était le témoignage cette semaine. Et je pense qu'il y a ça derrière. C'est qu'avec CARE, on rentre dans le dur, dans des enjeux qui sont vraiment des enjeux de politique interne et de politique générale. Et avec cette question, donc, si on veut prendre en compte les limites planétaires, ça ne va pas être simple. Mais par contre, avec CARE, on a un moyen de le faire à partir du moment où on rentre vraiment, encore une fois, dans le dur. Et donc c'est ça qui motive de plus en plus d'entreprises et que je reviens sur cette question de mouvement, où on sent quelque chose où on a envie de ne pas être dans les faux semblants simplement, en fait. Merci beaucoup pour les explications. Je vois l'heure tourner et du coup j'avais promis des questions de la salle. Donc je ne sais pas si vous êtes... super, ça se lève déjà. Vous n'avez pas besoin d'utiliser nos fausses questions réparties un peu partout. Mais ça tombe bien parce que c'était justement pour faire suite à ce que tu es en train d'exposer. Est-ce que le... Pardon. Non, oui, non, bon c'est pas grave. Est-ce que le résultat peut être on réduit, on se retire, on fait moins et donc on est a priori un peu en contradiction avec le principe d'une entreprise, voire même on ferme la boîte parce que finalement notre boîte elle n'est pas en train de participer à. Est-ce que c'est pas ça aussi ce à quoi vous pensez? C'est exactement ce que CARE permet de montrer. Merci.
Ah, mais de A à Z, c'est-à-dire, ça conduit à des... Alors, je ne parlais pas de réduction, c'est des assainissements de bilan, parce que c'est vraiment de l'assainissement de bilan et de résultats, pour arriver à un résultat qui est véritablement ce qui est le reflet de l'activité de l'entreprise. C'est actuellement, on a des résultats qui sont faux. Alors là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est toutes les commissions, que ce soit françaises, européennes, par exemple le rapport Nota-Sénat en traduction de la loi Pacte, qui dit on ne peut pas prendre de décision avisée parce que de toute façon, la comptabilité ne reflète plus l'image fidèle de l'entreprise. Donc ça. Et deuxièmement, en fait, par des analyses de performance renouvelées, notamment des analyses de solvabilité climatique, solvabilité écologique, ça permet de déterminer qu'il y a des activités auxquelles il faut renoncer, tout simplement. De la même façon qu'il y a des entreprises qui, quand on fait une analyse de solvabilité financière, on leur dit non, c'est pas possible, il faut fermer vos portes. Vous passez en liquidation. Donc CARE, effectivement, permet d'accompagner ça. C'est ça le but. Et c'est ça le but de la comptabilité. Et c'est pas, entre guillemets, dramatique, parce que j'insiste, il n'y a aucun jugement derrière CARE. C'est de dire les choses à partir du moment où on part du principe que, de la même façon que quand vous empruntez de l'argent, il faut le rembourser, vous empruntez un écosystème, un être humain, il faut le rembourser, ça conduit à tout un tas de choses. Si on part sur ces bases-là, on n'a pas de jugement, c'est juste donc constater que cette activité-là, il faut y renoncer, le résultat n'était pas correct, il faut le recalculer, etc. etc. Alors, je vais déjà reprendre sur la gouvernance directement. C'est qu'à partir du moment où vous considérez que l'ensemble des êtres humains, des écosystèmes sont des sources de préoccupation, ça passe dans le passif du bilan. Donc le passif du bilan, c'est en fait l'élément sur lequel on va pouvoir refonder la gouvernance. C'est-à-dire que tant que quelque chose n'est pas au passif, vous ne pouvez pas en fait en faire un enjeu de gouvernance. Donc c'est ça qui permet de faire monter graduellement vers la gouvernance. Donc dès lors, et ça avait été d'ailleurs, je parlais de cette entreprise sur le CA qui s'était fracturé, c'est derrière de dire à partir du moment où on fait passer véritablement tous les employés comme des passifs, ça ouvre la possibilité de dire ils ont accès à la gouvernance d'une façon ou d'une autre. Bon. Donc ça, voilà, ça a été à l'origine même de CARE, ça a été de dire de toute façon, tant qu'on traite quelque chose comme un actif, ça n'a pas accès à la gouvernance, au-delà, encore une fois, de rhétorique. La deuxième chose, c'est que sur la réorganisation du travail, c'est encore une fois des questions de qualification, premièrement, c'est-à-dire de cibler, de flécher. Quand je parlais de classification, c'est pour savoir ce qu'il doit être fait et comment le faire. Donc de dire, ça permet de voir dans un modèle d'affaires comment flécher en fait un tel temps d'activité, tel type d'activité, tel argent, tel, etc., etc. Que ce soit en termes, évidemment, d'emploi et de préservation des écosystèmes, mais aussi d'emploi et de préservation des êtres humains. Donc tout l'enjeu, c'est d'avoir ce grand dispositif de classification, de fléchage, de suivi, pour, au final, garantir la préservation de tout, écosystème et êtres humains, et, au final, garantir aussi qu'est-ce qui va être une économie pérenne. Parce que le but, c'est de faire en sorte de pouvoir vraiment déterminer quelles sont les entreprises qui ont un modèle d'affaires dont on peut dire que c'est ça qu'il va falloir faire dans le futur. Parce qu'il y a vraiment un enjeu de discrimination pour savoir, véritablement, c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut reproduire, qu'il faut continuer, et c'est ça qu'il faut arrêter. C'est là que c'est le plus difficile sur l'arbitrage et le renoncement. Par exemple, il y a tout un tas d'entreprises dans la CEC qui ont pris le sujet du renoncement en frontal. Mustela, par exemple, ça a été dit, ça fait 10 ans qu'on fait de la R&D sur les lingettes jetables pour bébés. Aucune version compatible limite planétaire, donc on arrête en 2027. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce qui se passe après ça? C'est dans la boîte, j'avais peut-être ces 1100 collaborateurs, j'en avais peut-être 10 dont le job, c'était de marketer les lingettes, pour dire les lingettes, c'est fantastique. J'en avais peut-être 50 qui étaient dans l'usine à en produire.
je vais devoir expliquer à ces 60 personnes que ça fait 10 ans qu'ils disent que c'est fantastique et en fait non, c'est pourri. C'est la question de l'accompagnement de l'humain. Les organisations tiennent par l'humain et l'humain, c'est à la fois la force et le frein, parce que de lâcher et changer de métier, renoncer quand on est Bac+5, qu'on a des économies, 1 ou 2 investissements immobiliers, ça va. Mais pour les personnes, pour la majorité peut-être qui fait le même job depuis 30 ans, ancré dans son territoire, c'est beaucoup plus difficile d'entendre, en fait, ce que tu fais là, c'est pas compatible avec le futur, il va falloir que tu fasses autre chose. Et c'est pour ça, par exemple, que je pense que Pôle emploi, c'est un acteur de la transition, mais absolument essentiel. Et d'ailleurs, c'était participant de la première CEC. Et ça relie aussi les sujets, les travaux du Shift Project pour le PTEF, de dire, oui, il y a 800 000 emplois qui vont devoir disparaître, mais il y a aussi 1 100 000 qui vont devoir être créés. Par exemple, la rénovation énergétique galère comme pas possible à recruter. Donc c'est une question de récit, une question d'accompagnement de l'humain. Dernière question, peut-être, puis on va arrêter. On essaye d'eux. Oui, merci beaucoup pour ce débat très intéressant. Voilà, je voulais poser une question par rapport à ce système justement CARE qui, donc d'après ce que je comprends, serait un système de comptabilité qui serait rigoureux et qui prendrait évidemment en compte tous ces paramètres nécessaires aujourd'hui dans une véritable comptabilité efficace. Mais là, moi, je voudrais savoir comment vous comptez procéder pour passer à la vitesse au-dessus, parce que finalement, les entreprises apparemment volontaires qui rentrent dans votre système, elles se retrouvent à faire parfois des dépôts de bilan ou à changer complètement leur façon de faire. Et dans un monde où justement la majorité continue à fonctionner avec des modèles qui apparemment donc maintenant doivent être remplacés par des systèmes plus justes, comment vous comptez faire pour rendre ce système international, au moins européen, ou quelque chose comme ça? Alors merci pour la question. Ça me permet de préciser certaines choses. C'est que, pour ça que je parlais de communauté. Par exemple, donc comme je disais, Hervé Bégaud, dont je parlais tout à l'heure, qui a été un des co-initiateurs de CARE, était au Conseil national de l'ordre des experts comptables et a réussi à faire, à partir de ces idées-là, faire en sorte qu'il y ait la création, pour la première fois de l'histoire du Conseil national de l'ordre des experts comptables, de la création d'un secteur durabilité. Les secteurs, c'est les grands départements où il y a les vice-présidences, et donc qui venait d'avoir la vice-présidence du secteur durabilité avec la défense de CARE. CARE s'est imposé dans le débat juste cette année. Par exemple, on est intervenu à l'Assemblée nationale avec Hervé pour présenter ça. Donc, dans le débat français, CARE, en 10 ans, est devenu quelque chose d'assez présent, voire même très présent. De plus en plus en dehors de France, au niveau francophone. Là, j'interviens beaucoup de fois en Belgique et on a beaucoup de relais aussi en Suisse. Donc, au milieu francophone, ça commence avec des relais, des premières missions. Et la question, effectivement, c'est le passage au monde anglo-saxon, qui ne présente pas exactement sur la même logique que nous. Alors, pour l'instant, on a plusieurs points d'entrée. Le premier, qui est quand même pas rien, c'est qu'il se trouve que l'année dernière, fin 2021, donc ça fait déjà... Alors, à notre surprise générale, on a été cité par le FMI comme étant en fait un exemple d'un système permettant de lutter contre le court-termisme actionnarial, je cite. Donc, on a été aussi inclus dans les méthodologies officielles de la TNFD, c'est la Task Force for Nature-Related Financial Disclosure, c'est-à-dire le grand système international de reporting sur les enjeux naturels. On monte en puissance donc à ce niveau-là. On travaille avec certains organismes internationaux. Alors côté recherche déjà, premièrement, on a beaucoup de relais, notamment avec le Centre international sur la recherche sur la comptabilité socio-environnementale, mais aussi en fait des débuts de missions à l'international. Donc ça commence, c'est au début, mais il y a 10 ans, de là où on est parti, on n'aurait jamais imaginé qu'on en serait là au bout de 10 ans. Donc je dirais qu'on est dans une montée exponentielle. On y travaille de plus en plus. Je parlais de cet effet communauté, c'est pas rien.
On commence à avoir de plus en plus de relais, donc il ne faut pas hésiter à rejoindre la communauté aussi au passage. Voilà, je lance un appel. Mais donc voilà, ça monte vraiment. Oui, alors très rapidement pour répondre à cette question, en fait, et ça c'est le problème, c'est qu'on a plein de référentiels. On a donc la TNFD, la TFCD, la TCFD sur le climat. On a l'ONU, donc avec effectivement les objectifs. On a les limites planétaires. Et le problème, c'est que tout ça, et j'en passe parce qu'il y en a d'autres, ne sont pas totalement raccords sur tout. Par exemple, l'ONU, on sait qu'il y a des objectifs qui sont contradictoires. Il y en a qui impliquent un renoncement à une partie de la croissance, d'autres qui demandent en fait vraiment une augmentation de la croissance. De l'autre côté, les limites planétaires ne sont pas traduites à un niveau micro, c'est pour ça qu'il faut aller sur les bons états écologiques, qui sont mobilisés par des textes de loi locaux, mais qui ne sont pas repris au niveau international, même si c'est la base de la plupart des sciences écologiques. TNFD ne travaille absolument pas là-dessus, en fait, se contrefout totalement des bons états écologiques. Donc, en fait, on a une sorte de paysage très complexe. Et c'est aussi le but de la chaire comptabilité écologique, le but de CARE, d'essayer de proposer des images un peu plus cohérentes de tout ça, qui permettent de travailler au niveau international et travailler avec les sciences, sans être, encore une fois, dans quelque chose qui soit non exigeant, simplement pour être accord avec des grandes discussions internationales, mais qui ne vont pas forcément toujours assez loin. Alors tout le monde me regarde avec des gros yeux à la production, donc il va falloir qu'on arrête les échanges. Malheureusement, peut-être une petite page de publicité, du coup j'en profite parce que en fait l'idée c'est que si vous voulez creuser ces sujets, alors évidemment ils vont certainement rester un petit peu tous avec nous, mais il y a une formation en fait introductive à la comptabilité CARE. À la comptabilité écologique, aux controverses et aux enjeux de la comptabilité écologique et une initiation à CARE. Est-ce que tu as les dates ? Voir si on va... C'est 4 fois par an, la prochaine est en novembre. Voilà. Donc c'est chaque saison. Voilà. Vous allez sur le site du CERCES, vous avez toutes les informations. Donc Cercle des comptables environnementaux et sociaux. Si vous voulez creuser. Merci à tous d'être venus, d'avoir participé. Et puis pour la suite, il y a le bruit qui court qui va venir faire une performance théâtrale sur urgence environnementale et théâtre justement et émotion. Et puis on a le concert de Samba de la Muerte à 21h. Donc vous êtes les bienvenus pour rester profiter avec nous et continuer les échanges. À très bientôt.